à ce webinaire qui est proposé donc par le secrétariat général du collectif national des semaines d'information sur la santé mentale. Donc, je suis Alice Pierre-François. Moi, je suis chargée de coordonner le secrétariat général des CISM donc au niveau national et je vais animer ce webinaire. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure et demie aujourd'hui jusqu'à 15h30. Donc, c'est un webinaire qui est ouvert à toutes et à tous, qui est gratuit et qui était sans inscription préalable nécessaire. C'est plutôt un webinaire qui se destine aux personnes qui organisent des événements CISM ou qui souhaitent le faire. Et puis, au vu de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, donc qui est celle de l'animation d'un collectif, on le destine aussi aux personnes qui sont déjà membres d'un collectif CISM et qui auraient besoin peut-être de conseils ou de petites billes pour réussir à créer un engagement sur le long terme des membres de leur collectif, voilà, pour avoir des petits conseils sur l'animation de leurs collectifs locaux. Donc avec nous aujourd'hui, on a plusieurs intervenants et intervenantes qui vont pouvoir nous faire part de leurs expériences en matière de coordination d'événements CISM, mais aussi d'animation donc de collectifs locaux. Je vais pouvoir vous les introduire un petit peu plus tard. Et puis, effectivement, donc la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est celle de l'animation d'un collectif. Donc là, on va pouvoir discuter ensemble des partenariats possibles dans des collectifs locaux et également des types de rôles pour les membres. Qu'est-ce qu'un membre d'un collectif peut faire, doit faire, quelles sont les attentes et les engagements finalement quand on fait partie d'un collectif. Donc, on va aborder cette partie-là. Et puis, on va parler aussi des méthodes d'animation, de comment réussir à créer à susciter une motivation et une envie de s'investir dans un collectif. Donc, on va avoir ces deux grands blocs-là qui vont être abordés pendant le webinaire. Aujourd'hui, donc, à la modération pour ce webinaire, nous avons Léa Sonnet, qui est la responsable communication du Psycom, et qui travaille également sur les projets de communication relatifs au CISM. Et il faut savoir que Psycom a repris la coordination du secrétariat général en 2013. Donc Léa, je vais te laisser la parole pour parler des règles d'échange du webinaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être tous présents pour ce webinaire. C'est le deuxième qu'on anime sur cette année 2024. Je vais me permettre de rappeler quelques règles pour le déroulé de ce webinaire. Comme c'est précisé sur la slide, le webinaire sera enregistré pour pouvoir être accessible en ligne en replay sur la chaîne YouTube de Psycom pour que les personnes n'ayant pas été présentes puissent le revoir. Donc si certaines personnes ne souhaitent pas apparaître sur la vidéo, on va vous demander de couper votre caméra, comme ça vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo. Ensuite, au niveau du micro, pour éviter tous les bruits parasites, on va vous demander de couper les micros et vous pourrez indiquer les questions dans le chat, comme je l'ai précisé dans un message où je rappelle les règles. Comme ça, les questions, nous pourrons y répondre soit à l'oral en fonction du temps que nous avons, soit dans tous les cas, toutes les questions seront enregistrées et nous y répondrons dans la synthèse. Mais n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat pour toutes les questions si besoin. Merci beaucoup. Oui, effectivement, le chat, je pense que c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser pour donner des exemples, peut-être aussi donner des petits conseils sur ce que vous faites vous déjà avec votre collectif. Enfin, ça peut être un espace pour poser des questions, mais aussi pour parler de ce que vous faites vous à votre échelle. Alors, donc sur les objectifs du webinaire, donc aujourd'hui, on va parler de la question de l'animation des collectifs. C'est une thématique qui est assez plébiscitée. Moi, j'ai eu pas mal de demandes d'organisateurs d'événements CISM pour avoir un webinaire sur cette thématique-là. Je tenais quand même à faire une sorte de petit disclaimer pour dire que c'est pas obligatoire de faire partie d'un collectif CISM pour faire des événements CISM. C'est tout à fait possible d'être, par exemple, une structure de soins et de proposer des portes ouvertes de son établissement pour les CISM. C'est OK, ça fait partie des objectifs des CISM et ça rentre dans le cadre éthique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux avantages au fait de faire partie d'un collectif, notamment le fait de pouvoir mettre en commun ses ressources et ses financements et ses budgets. En fait, ça, c'est un avantage important. Et puis, il y a aussi cet avantage de pouvoir mutualiser aussi les compétences sur le sujet de la santé mentale, les connaissances, les idées. Et ça peut permettre de créer des événements qui sont assez riches et qui vont pouvoir parler à différents publics, parce que ça dépend aussi des regards des membres du collectif.
Mais un peu comme dans tout partenariat, c'est pas toujours évident de fonctionner en collectif. Quand on a autant de regards différents, parfois ça peut être dur de trouver une harmonie ou de réussir à avoir un engagement sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de toutes ces thématiques-là dans ce webinaire. Alors, comme je vous le disais, on a des intervenantes et des intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir entendre le retour d'expérience de Widad El Wafi, qui est la coordinatrice du contrat local de santé et du nouveau conseil local de santé mentale de Vichy Communauté. On a aussi Mélissa El Dabi, qui est la coordinatrice du projet territorial de santé mentale du département de l'Ain et qui est aussi coordo du CLSM de Bourg-en-Bresse. Et on a aussi d'autres intervenants qui interviennent au titre du collectif SISM qui s'appelle ESAO, donc Entente SISM Atlantique Ouest. Alors eux, ils ont un fonctionnement, ils vous le détailleront un peu plus tard, mais ils ont un fonctionnement assez horizontal, ce qui fait que c'était important pour eux de pouvoir témoigner aujourd'hui à plusieurs voix pour rendre compte justement de ce fonctionnement-là qui est spécifique à leur collectif et qui est aussi un exemple qui peut être répliqué pour d'autres départements, pour d'autres territoires. Donc on a Jocelyn Pierrat, qui est infirmier en pratique avancée à Epsilon. On a également Thomasine Guénec, qui est infirmière en pratique avancée au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Et puis on a Karine Lecoq, qui est animatrice et coordinatrice du groupe d'entraide mutuelle La Main Ouverte, qui est localisé à Savenay. Donc je vous remercie pour vos présences aujourd'hui, qui sont très précieuses. Au niveau du programme, donc moi je vais commencer par vous faire une introduction sur ce que sont les sismes, même si on estime que pour les personnes connectées, c'est peut-être quelque chose d'assez connu déjà, mais voilà, je vais revenir quand même dans les grandes lignes sur ce que sont les sismes. Ensuite, on va avoir une présentation des intervenants qui vont nous parler de leur collectif sisme et puis de leur édition sisme 2023 pour avoir aussi différents exemples d'événements sismes qui peuvent être intéressants à répliquer sur vos territoires. Ensuite, on va rentrer dans la partie table ronde, où là, on va aller sur la thématique, comme je vous le disais, des partenariats au sein des collectifs et des différentes méthodes d'animation des collectifs. Et puis, on finira par une partie grands conseils et recommandations avec une conclusion générale que je vais faire du webinaire. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que sont les sismes. Donc, les sismes, qu'est-ce que c'est? Les sismes, ça existe depuis plus de 30 ans. En fait, c'est un rendez-vous annuel qui a lieu au mois d'octobre tous les ans, pendant 2 semaines, autour de la journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre. Et en fait, ça représente une occasion dans l'année pour parler de santé mentale et pour promouvoir la santé mentale de toute la population. Et donc, ça passe par différents formats d'événements. Ça peut, par exemple, être des conférences sur la santé mentale, ça peut être des ciné-débats, ça peut être des expositions, ça peut être aussi des forums santé mentale, on en voit de plus en plus, ou des concerts pour parler santé mentale. Donc c'est assez varié. Ça peut permettre aussi une grande créativité en matière d'événements. Donc au niveau des sismes, on a 6 grands objectifs qui sont donc de promouvoir une vision globale de la santé mentale, d'informer sur la santé mentale, de déstigmatiser les troubles psychiques, de favoriser le développement des ressources, qu'elles soient individuelles ou collectives, de fédérer les personnes qui souhaitent agir pour promouvoir la santé mentale, et puis pour finir, également cet objectif de faire connaître les différentes ressources et les différents lieux relatifs à la santé mentale. Alors, il faut savoir que les sismes sont portés par un collectif national qui réunit 25 membres qui sont issus de champs variés de la santé ou de la santé mentale ou du social. On a par exemple l'UNAFAM, on a Santé mentale France, on a l'UNAF, on a France Dépression, on a l'UNICEF. Donc voilà, on a différents acteurs comme ça qui ont des regards assez variés et qui peuvent du coup se compléter. Et ce collectif, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se réunit régulièrement pour décider finalement des grands axes des éditions des sismes à venir. Et ils ont aussi un rôle, ces membres-là, de relayer les informations dans leur réseau, à leur échelle, sur les sismes, et également de mettre en lien des acteurs pour favoriser l'implication dans les sismes.
Alors justement, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est celle de l'animation des collectifs locaux. Et en fait, si on redescend un petit peu au niveau des territoires, les CISM, elles peuvent être portées par des collectifs locaux. On en a recensé une cinquantaine de collectifs départementaux et 3 collectifs régionaux. Donc tous ces collectifs, ils sont présents sur l'onglet Les collectifs CISM locaux sur notre site internet. Et vous avez dessus le détail, le détail de la composition de ces collectifs et également des contacts de personnes référentes de ces collectifs à contacter si vous voulez vous inscrire dans ce collectif. Et vous pouvez également mettre à jour la composition de ces collectifs en nous envoyant un mail directement et nous, on pourra mettre à jour sur le site la composition de votre collectif. Et donc, oui, la composition, c'est assez varié. On peut retrouver des GEM, on peut retrouver des CLSM, on retrouve des structures de soins, on retrouve de plus en plus aussi de structures culturelles, de médiathèques ou de choses comme ça. Et pour finir, en 2023, on a eu une édition qui a eu pour thématique « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Et elle a réuni plus de 1500 événements, dont principalement des animations, des conférences débats et des ciné-débats. Et vous avez le bilan que vous pouvez télécharger sur notre site et également un document complémentaire qui va dans le détail de l'organisation de 3 grands événements assez créatifs qui ont eu lieu. Voilà, tout ça est disponible sur le site. On va passer maintenant à la partie présentation des intervenants et intervenantes. Et je vais inviter Widad à commencer à nous parler des CISM et de son collectif sur le territoire de Vichy Communauté. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui et d'être aussi nombreux. Donc moi c'est Widad Elouafi, je suis coordinatrice du contrat local de santé et du tout nouveau conseil local de santé mentale de Vichy Communauté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'organisation des CISM sur mon territoire. Donc Vichy Communauté est une communauté d'agglomération située dans le département de l'Allier. Elle regroupe environ 82 000 habitants sur 39 communes, dont Vichy, qui abrite le siège de la communauté. Donc, ce qu'on appelle un peu le cœur d'agglo, Vichy, Cussey et Bellerive. En 2019, Vichy Communauté a fait le choix de porter un contrat local de santé. Donc, cet outil qui vise à décliner localement les orientations qui sont définies par l'ARS. Donc, après la signature de ce CLS, aujourd'hui, ça fait 4 ans. Donc, le contrat, il n'a pas cessé d'apporter une réponse adaptée au plus près des besoins de la population. On a tous vécu la crise du Covid-19. Donc, justement, sur cette période-là, nos actions étaient un petit peu plus orientées sur la réponse à cette crise sanitaire. Mais depuis, on a pu reprendre nos actions grâce à nos 6 axes stratégiques. Donc aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'axe numéro 5, qui est promouvoir la santé mentale et prévenir le suicide. Donc, grâce à cet axe-là, on a pu mobiliser un certain nombre d'acteurs autour des semaines d'information sur la santé mentale. C'est de là que finalement est née l'idée de former un collectif CISM composé d'acteurs locaux, parce que finalement, dans le cadre du CLS, c'est un peu aussi dans mes missions en tant que coordinatrice de fédérer toutes les dynamiques locales qui viseraient à favoriser la santé. Et là, en l'occurrence, clairement, les CISM rentrent dans ce cadre-là. Donc, notre collectif CISM, il est composé d'un certain nombre d'acteurs. Je dirais plus une vingtaine, mais finalement, ça évolue tellement vite. Donc, je peux en citer quelques-uns. L'association Sagesse, la NEF Intermède, les CADA et UDA Adoma, le groupe d'entraide mutuelle La Main Tendue, le pôle universitaire de Vichy, les écoles supérieures, donc l'ISRP, IFMK, donc tout ce qui est psychomotricité, kiné, ostéo, l'UNAFAM, notre centre hospitalier, bien sûr. Il y a aussi une autre catégorie, entre guillemets, d'acteurs, donc des acteurs du sport, sachant que Vichy est une ville très sportive. Donc, on a la Fédération française de randonnée, on a Vichy Ville sportive,
ADAPT 03, on a aussi des centres de bien-être, la MGEN, la mission locale, le SIG, les CCAS, le DALIR, des professionnels indépendants et la liste est un petit peu plus longue que ça. Mais vous pouvez déjà voir que finalement, c'est un collectif assez diversifié. Donc, comment on s'est réunis de base, c'est que suite à une sensibilisation autour de la santé mentale qui avait été conduite par l'IREPS allié, donc qui s'appelle aujourd'hui Promotion Santé, ça a sans changer de nom, c'est tout récent, mais donc l'IREPS avait proposé une sensibilisation et c'est finalement à partir de ce moment-là que les acteurs se sont réunis et qui se sont dit aujourd'hui on mesure clairement les enjeux de l'action en lien avec la santé mentale, pourquoi pas se lancer autour d'un collectif. Donc ce collectif, comme je disais, il est assez diversifié. J'assure en tant que coordinatrice CLS l'animation de ce collectif-là, qui est porté par Vichy Communauté, donc la communauté d'agglomération. Donc cette spécificité, elle permet au collectif de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Je peux citer par exemple le soutien du service communication de l'agglo, la mise à disposition gratuite de salles, la facilité dans tout ce qui est obtention d'autorisation pour occuper l'espace public, etc. Donc, si on arrive à 2023, pour parler un petit peu plus de nos actions. Donc, en 2023, comme disait Alice, le thème était « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». On était parti sur un programme d'activité assez diversifié, vu ce que nous inspirait un peu la thématique enfin, tout ce qui est droit pour nous, ça reflétait un certain nombre d'aspects. Voilà, donc notre programme, comme vous allez pouvoir le voir avec moi, c'est un programme assez diversifié qui va toucher à la fois des publics différents sur des thématiques différentes. Donc, une flânerie pour le bien-être, ça a été une randonnée où on a proposé de la médiation animale, un pique-nique, des séances de sylvothérapie et de sonothérapie dans le château de Charaï-Sintra, donc dans un lieu un peu en pleine nature, assez éloigné entre guillemets de la ville. On a eu aussi Ma santé en action, où là, contrairement à une flânerie pour le bien-être, on était en plein centre-ville de Cussey, dans le quartier de Presles, donc un quartier prioritaire de la ville. On a proposé un circuit d'exposition du Qigong, de la gym, sophrologie, yoga, méditation, boxe et self-défense, et plein d'autres activités. Une pause pour moi au pôle universitaire de Vichy. Donc, une pause pour moi, c'est une action vraiment spécifique aux étudiants. Donc, c'est des ateliers Jean pince pour toi. Donc, les étudiants peuvent récupérer une petite pince à linge, s'écrire des mots doux, s'écrire des mots affectifs et puis se les offrir entre eux. On a trouvé que c'est un atelier qui marche extrêmement bien et finalement qui ne coûte absolument rien, et qui fait que les étudiants de passage s'intéressent un peu à ce qui se passe et en profitent pour profiter soit d'un massage assis, de séances de sophrologie ou d'art-thérapie. Donc, une pause pour moi a eu lieu au pôle universitaire de Vichy. Une action qu'on a nommée « Ça bouge à l'ESAT », à l'ESAT de Creuzier-le-Neuf, où on s'est vraiment focalisé sur les personnes qui travaillent dans cet ESAT-là pour leur proposer du tennis, de la musicothérapie, de l'esthétique, de l'escrime, du vélo et de la relaxation. Donc, contrairement aux actions d'avant qui étaient vraiment ouvertes ou alors dédiées à un certain public, l'action « Ça bouge à l'ESAT » était uniquement ouverte aux travailleurs de cet ESAT-là. Ensuite, un ciné-débat qu'on a appelé « Vie de famille et troubles mentaux, un quotidien entre calme et tempête » à Cussey. Donc, on a projeté le film Les Intranquilles et ça a suivi d'un débat qui a été animé par le Centre hospitalier de Vichy, le GEM et l'UNAFAM. Ensuite, une soirée au tribunal sur les questions-réponses autour des majeurs protégés. Là, c'était un petit peu spécifique sur une thématique en particulier parce que ça nous a été demandé par nos partenaires. Ça s'est déroulé au tribunal de Cussey.
C'était un débat finalement entre le service psychiatrie du CH de Vichy et le juge des tutelles. On est revenu sur certaines questions, sur tout ce qui est tutelle, curatelle, comment, pourquoi, comment on peut faire appel, etc. Une autre action un petit peu dédiée aux jeunes, qu'on a appelé l'Open Bar Santé. Donc, ça s'est déroulé à la salle des fêtes de la Maison des associations de Vichy. Finalement, c'était une soirée avec un DJ, vélo à smoothie, réalité virtuelle, musicothérapie et quiz sur la santé. Alors, comme ça, de prime abord, on a l'impression, en disant Open Bar Santé, où est finalement le lien avec la santé? Eh ben, il y en a. Donc, au milieu de cette soirée avec DJ, musique, etc., on est allé vraiment utiliser une méthode d'attirer le public par le ludique. Donc, le vélo à smoothie, pour nous, c'était l'idée d'éviter de proposer des produits sucrés, des produits, tout ce qui est à base de sucre. Finalement, on est revenu à une méthode assez simple, c'est de mixer des fruits et puis de proposer les boissons. Dans les casques réalité virtuelle, pardon? Je suis désolée, je vais être obligée de vous couper juste pour vous demander d'accélérer un petit peu parce qu'on est en train de dépasser le timing. Et après, on a encore plein de choses à dire, même si c'est très intéressant. Pas de Je vous dois souci. juste accélérer un petit peu. Merci beaucoup. Ok, parfait. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un lien avec la santé, donc la réalité virtuelle avec des images qui rappellent la santé mentale. Et puis finalement, chronique autour du handicap et de la santé mentale, ça c'était un projet qui a été porté par le GEM. Donc on a réalisé des chroniques en partenariat avec Radio Coquelicot. On avait 3 volontaires des GEM, qui sont d'ailleurs des personnes atteintes de troubles psychologiques, qui se sont déplacés sur toutes ces actions précédemment citées pour faire des interviews, pour poser des questions, que ce soit aux participants ou que ce soit à l'organisation. Et voilà pour le programme de 2023. Merci beaucoup, Widad. Je tiens aussi à rajouter peut-être que pour ta soirée, sur la soirée Open Bar Santé, elle est présente dans le document complémentaire au bilan des sismes 2023. Et justement, on a 3 pages qui viennent détailler cet événement et qui viennent expliquer la méthode de projet, les ressources trouvées, les actions de communication. Donc, on a tout un détail de cet événement-là que vous pouvez retrouver sur le site des sismes. Merci. On va enchaîner avec Mélissa qui va nous parler des sismes dans son département qui est l'Ain. Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous parler des sismes dans l'Ain. Donc, je m'étais dit d'abord de situer où est le département, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on sait forcément. Donc, on peut voir que sur la carte, c'est le département qui est en rouge. Voilà, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez aussi le département qui vous est représenté à droite. Et je vous ai mis une carte avec relief parce que ça me semblait important que vous puissiez voir que c'est un département qui est hétérogène parce qu'on va avoir tout à gauche de la plaine et en fait à droite quelque chose de très montagneux. Donc en fait au sein même du département, il y a des disparités en termes par exemple simplement d'accès aux soins. C'est-à-dire que vous voyez, il y a Bourg-en-Bresse, c'est la ville-préfecture. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans le département, on est environ à 660 000 habitants. Et la ville-préfecture, c'est Bourg avec, en 2020, c'était 41 000, mais aujourd'hui, on estime à 44 000, sachant que le département de l'Ain gagne, selon le département, environ 6 000 habitants par an. Voilà. Et pour se déplacer d'un côté à l'autre, si par exemple, on va tout à droite à Gex et on veut faire Gex-Bourg, on va mettre par exemple 2 heures. Pour aller tout au sud à droite vers Belay, on va mettre 1h30, alors que si on fait Bourg-Lyon, ça va mettre 1 heure. Donc, voilà, on a des problématiques en termes d'accès. Il n'y a pas d'autoroute partout non plus. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte quand on met en place des événements et vous allez voir le lien un peu plus tard. Voilà. Donc pour la slide d'après, en fait, je vous ai mis l'historique pour vous dire qu'en fait, les sismes dans l'Ain, elles sont nées donc en 2013. Ce sont les premières actions qui ont été mises en place. Ça a été initié. Il y avait un petit groupe de 4 parties prenantes avec, par exemple, il y avait un groupe d'entraide mutuelle, une association qui accompagne des personnes qui vivent avec un trouble psychique, il y avait la psychiatrie publique et une commune. Voilà, donc c'est de là qu'est né les sismes dans l'Ain et puis elles ont évolué au fur et à mesure du temps puisqu'en 2020, l'intégration
des sismes a été fait dans la feuille de route du projet territorial de santé mentale. Alors, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, je vous ai mis un lien. Vous pouvez aller voir aussi sur le site Notre Santé Mentale dans l'Ain qui explicite toute cette démarche. Et donc, depuis 2021, c'est le service dont je fais partie, puisque je suis sur la coordination du projet territorial de santé mentale de l'Ain avec donc ma responsable. On est 2 personnes sur le PTSM et je coordonne également le CLSM de Bourg-en-Bresse. Moi, aujourd'hui, j'interviens à titre de coordinatrice PTSM. Et donc, c'est le service coordination santé mentale de l'Ain qui a repris la coordination des sismes. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de noms de services, mais je vais l'expliciter. Quand je parle de coordination santé mentale de l'Ain, en fait, on parle de dispositif, service, c'est financé par l'Agence régionale de santé et c'est porté par le Centre psychothérapique de l'Ain, l'association Orsac. Et en fait, c'est un établissement de santé privé à but non lucratif, voilà, qui s'occupe de la psychiatrie publique sur tout le département de l'Ain. Et notre service, la coordination santé mentale de l'Ain, elle pilote les conseils locaux du département, le projet territorial de santé mentale et les sismes. Voilà, je vous ai mis ensuite en dessous le nombre à peu près qu'on a de partenaires dans le collectif, sachant que le collectif, on considère que c'est toute personne qui a participé à la préparation des sismes dans le département. Voilà, donc on a environ 48 en 2023 pour l'exemple. Et je vous ai mis les logos des organisateurs de l'année dernière. Et donc, ça va faire le lien avec la slide d'après. Merci. Donc, vous avez un extrait du programme qui est à votre gauche, sachant que le programme a été réalisé par un CATTP, un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est un partenariat qui existe depuis plusieurs années, puisque le but, c'est c'est porté également par le CPA, et le but, c'est de permettre à des personnes qui vivent avec un trouble psychique de se réinsérer dans la société. Et là, par exemple, c'est à travers une imprimerie. Donc, on a un partenariat avec eux. Donc, nous, on leur fournit les infos, ils nous créent le programme et ils nous impriment le programme et les affiches. Et donc, pour les sismes 2023 dans l'Ain, on avait 24 organisateurs. Il y a 26 événements qui ont été programmés, 25 réalisés, donc il y en a un qui ne s'est pas réalisé. Et en termes de type d'atelier, on avait des ateliers, des conférences, des débats, portes ouvertes, spectacles artistiques, pardon. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on était à environ une trentaine d'événements. C'est notre moyenne environ dans le département. On était à 26 en 2023, 30 l'année dernière en 2022, etc. Et puis, je vous ai mis les communes en dessous pour vous montrer qu'il y a une majorité qui se déroule dans la ville-préfecture qu'est Bourg-en-Bresse, mais il y a cette volonté d'étendre les sismes dans les communes environnantes. Voilà. Donc, en termes de participants, on a calculé environ 900 participants effectifs et jusqu'à 1000 estimés, environ plus 100 dans le sens où il y a eu un événement qui s'est fait en format mixte. Il y avait visio et présentiel. Voilà. Et je vous ai mis aussi à la fin, 96% des organisateurs estiment que les participants étaient satisfaits, voire très satisfaits des événements auxquels ils ont assisté. Et ça, c'est pour faire le lien avec un questionnaire d'évaluation qui est envoyé à chaque organisateur pour être dans une démarche d'amélioration et d'évaluation. Et comme c'est compliqué de toucher la satisfaction directe des personnes qui se présentent aux événements, on part sur une estimation, mais c'est quelque chose qui nous permet de faire le bilan dans le collectif sur combien chacun a accueilli de participants, est-ce que le public attendu est venu ou non, quel était le type de public attendu, est-ce que les organisateurs ont utilisé les outils de communication qui leur ont été fournis. Voilà, par ce questionnaire, on évalue pas mal de choses et d'ailleurs, on évalue aussi le sentiment d'appartenance au collectif puisque c'est un de nos objectifs, que les gens se sentent qu'ils ont leur place dans le cadre des sismes de l'Ain. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Mélissa. Ce questionnaire, je pense qu'il est assez intéressant. Peut-être que tu reviendras sur le sentiment d'appartenance, justement, comment ça peut être évalué, mais c'est assez intéressant de pouvoir cibler ce genre de sentiment au sein d'un collectif et voir après comment est-ce qu'on peut faire pour travailler dessus et essayer de l'améliorer s'il y a besoin.
Merci beaucoup. On va passer au collectif ESAO et on va écouter Jocelyn qui va nous faire sa présentation. Merci Alice. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement un petit peu le collectif ESAO, un petit peu son historique, son objectif, et puis tout ce qui peut être de notre organisation fonctionnelle, ainsi que des manifestations qu'on a pu réaliser en 2023. Alors, historiquement, c'est un collectif qui existe depuis 2016, dans une logique de décloisonnement. L'idée, c'était vraiment de pouvoir nous réunir entre différentes institutions, que ce soit l'hôpital Epsilon à Blain, l'hôpital de Saint-Nazaire et puis d'autres partenaires sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Ça a quand même été favorisé par des professionnels qui ont pu changer aussi d'institution, parler de ce qui se faisait ailleurs, et puis notamment tout un travail aussi d'accompagnement à l'implantation des GEM aussi sur notre territoire. Enfin, voilà, il y avait un peu d'historique autour de ces choses-là. Voilà, sachant que chaque institution aurait avant au sein de sa propre institution pour organiser déjà des manifestations. Sur Epsilon, par exemple, je crois qu'il y avait un COPIL depuis 2009 pour essayer de coordonner des actions au sein de notre établissement. La particularité de notre collectif ESAO, c'est donc Entente Sisme Loire-Atlantique Ouest, c'est que c'est un collectif qui est ouvert à tous les partenaires concernés et qui souhaitent s'inscrire en fait. On ne fait pas de distinction entre usagers, familles, associations, institutions, élus locaux. Il n'y a pas d'obligations autres celles qui sont définies par notre charte qui est en fait qui contient pas énormément de contraintes, si ce n'est que de ne pas nuire entre guillemets aux différentes institutions auxquelles on est rattaché en termes d'image, en termes de discours. Enfin, voilà. Pourquoi la création de ce collectif? C'est vraiment de pouvoir soutenir une appartenance. Et ça s'est fait autour de la création de notre nom, de notre logo. Enfin, voilà, de se créer en fait une appartenance et une identité aussi en tant que collectif. L'objectif, c'était aussi de pouvoir construire un programme qui soit commun de nos différentes manifestations, à l'échelle de notre territoire de santé, qui est un territoire qui s'étend sur tout le nord du département 44, à la presqu'île de Saint-Nazaire et de Guérande, et puis un petit peu dans le sud-ouest. Il faut savoir que sur notre département, il y a un autre collectif à Nantes, avec lequel nous pouvons avoir des échanges, mais voilà, on est deux collectifs distincts sur le département. Je les salue d'ailleurs s'ils sont à l'écoute. Un autre objectif aussi, c'était de pouvoir renforcer nos liens et puis l'interconnaissance entre les différents acteurs concernés qui œuvrent dans le champ de la santé mentale sur ce même territoire. Alors, entre les acteurs, mais aussi de pouvoir découvrir les institutions, de savoir un petit peu mieux ce que chacun fait. Je pense notamment à notre dernière réunion qui était sur notre temps en plus de journée un peu festive, où on a une réunion, un repas en mode auberge espagnole et puis un temps récréatif entre nous. C'était il y a 10 jours. Et on a pu découvrir une institution que certains ne pouvaient pas connaître, participer à leurs activités en tant que vraiment comme des usagers. Et voilà, donc c'est riche aussi de pouvoir apprendre à se connaître entre nous, mais aussi à connaître là où chacun travaille finalement. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Alice, merci. Alors, au niveau de notre organisation, on a différents niveaux, même si une de nos particularités, c'est quand même d'essayer d'avoir un fonctionnement qui soit très horizontal, comme tu as pu le préciser tout à l'heure, et c'est aussi l'idée du pourquoi on souhaitait pouvoir en parler à plusieurs voix. Toutefois, il y a un groupe dit de coordinateurs. On est actuellement 4 coordinateurs, 2 par institution hospitalière, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et puis Epsilon. On a également un sous-groupe communication, où là, on va vraiment travailler sur le choix, par exemple, de notre page pour tout ce qui va être visuel sur nos affiches et puis nos livrets. Donc, le groupe communication, il est constitué d'un GEM qui s'appelle La Main Ouverte. Il y a également une association nazérienne qui s'appelle Revivre. Et puis, Psyactive, qui est un centre de post-cure psychiatrique qui a intégré aussi
de ce groupe communication cette année. Et puis, il y a des organisateurs de manifestations qui soient ponctuels. Voilà, on a parfois des organisateurs de manifestations qui organisent une année, et puis l'année d'après, ils n'organisent plus, ils reviennent 2 ans après ou 3 ans après. Et puis, on a des partenaires aussi. Alors, c'est par exemple les municipalités qui mettent à disposition des locaux ou autres partenaires. Donc, il y a toute la liste des logos, hein, mais on retrouve vraiment des institutions qui œuvrent dans le champ du sanitaire, dans le champ du médico-social, des associations d'usagers, l'UNAFAM pour les proches, et puis des logos de certaines municipalités qui nous aident et nous soutiennent, ou des cinémas historiques qui nous proposent de mettre à disposition leurs salles pour pouvoir animer des ciné-débats. Alors, en 2023, donc, on a pu réaliser un programme commun avec un visuel qu'on a choisi, pour lequel on a en tout cas travaillé au niveau du sous-groupe communication et qu'on a soumis après au vote auprès de l'ensemble des partenaires et des organisateurs de manifestations. Dans ce programme, il y avait 26 manifestations qui étaient organisées sur 11 sites différents durant toute la quinzaine. On y retrouvait ce qu'on peut retrouver au niveau national, hein, comme tu l'as présenté tout à l'heure, Alice, avec des portes ouvertes, ciné-débats, conférences, expositions, ateliers participatifs, tables rondes, sélection documentaires, émissions radio et podcasts, théâtre, etc. etc. Chaque année, comme pour le collectif dont Mélissa nous parlait précédemment, on réalise également un bilan quantitatif et qualitatif. Pas besoin que je déplie beaucoup, puisque je pense que ce qu'a présenté Mélissa, c'est très, très conforme à ce qu'on peut, nous, aller chercher, à savoir on s'attache aussi à savoir ce que nous, en tant que coordination, et les outils qu'on propose, c'est opérant. Voilà. Mais sinon, la satisfaction sur les participations, la communication, etc., on enquête un petit peu aussi là-dessus pour développer des axes d'amélioration sur les sismes suivantes. ESAO, c'est des personnes avant tout qui apprécient de se retrouver et de partager des moments ensemble. Oui, merci beaucoup. Oui, c'était important pour moi de aussi avoir cette image-là pour mettre des visages sur des noms et de montrer aussi à quel point votre collectif est quand même assez gros et assez conséquent et en tout cas qui a l'air de bien s'entendre si on voit tous les sourires sur la photo. Ça se passe pas trop mal, on dira. Ouais. Ok, je vous remercie pour toutes ces présentations. Oui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir dans la partie discussion. Jocelyn, tu parlais aussi de ce fonctionnement au sein du collectif avec une charte qui vous réunit, et puis parfois vous passez aussi par des dynamiques de vote. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire ou non dans son collectif. Ça dépend aussi d'à quel point est-ce que c'est un gros collectif ou un petit collectif. Donc on va pouvoir aborder toutes ces choses-là dans la partie table ronde. Voilà, donc on entre sur la partie un petit peu plus interactive. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi à ce moment-là. On pourra en sélectionner, en lire quelques-unes en fonction du temps qu'on aura. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui des partenariats et des rôles. Comme je vous le disais, et puis comme on l'a vu avec ces présentations, les collectifs sismes, ils peuvent être très variés. On peut retrouver des usagers, on peut retrouver des personnes qui sont dans un GEM, on peut retrouver des CLSM, enfin, c'est vraiment très varié. Et ça peut être assez intéressant finalement de clarifier les rôles de tout le monde, de clarifier qui fait quoi, de clarifier les engagements et les attentes quand on fait partie d'un collectif. Parce que plus on est clair sur les rôles de chacun et plus on peut faciliter le travail en commun et on peut faciliter le fait d'avancer ensemble sur un horizon commun. Donc, on va commencer à aborder cette thématique-là et j'invite Widad à reprendre la parole pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de son collectif sur la notion des partenariats.
Alors, à Vichy Communauté, comme je le disais un petit peu plus tôt, du fait que je suis coordinatrice du contrat local de santé, j'assure aussi la coordination et l'animation du collectif Sisme. Donc l'idée, pour moi, pour parler des rôles et des partenariats, c'est de partir de 3 points qui me paraissaient les plus importants. Donc le premier point, c'est les missions des membres du collectif. Donc moi, personnellement, j'assure l'animation. Les membres du collectif ont pour mission déjà de participer aux réunions, d'être présents ou alors que les structures soient au moins représentées. Ils ont un rôle aussi dans la participation à l'élaboration du programme. Donc, nous, chaque année, dès le lancement de la nouvelle thématique, on va se réunir une fois par mois. Donc, je sais que c'est un rythme qui pourrait paraître un peu soutenu. Donc, finalement, les personnes peuvent se faire représenter ou alors si vraiment il n'y a pas il n'y a pas moyen que les personnes soient présentes, qu'on soit au moins prévenus. Ils ont aussi un rôle dans tout ce qui est animation de ce temps-là. De notre temps de réunion finalement, même si je suis animatrice et coordinatrice, je ne suis pas la seule à pouvoir soit présenter des nouveautés, soit amener de nouvelles idées. Chacun dans notre collectif a pour rôle d'apporter quelque chose, ne serait-ce que des idées. Donc j'aimerais aussi revenir sur un point très important, ce qui est qu'il n'y a finalement pas d'obligation de participation. Je sais que dans notre collectif, il y a des structures plus petites que d'autres. Il y a des associations qui ont d'autres missions que les Sismes. Donc l'idée, c'est que on soit présent dans le collectif, qu'on apporte ce qu'on peut apporter à un instant T. Si on n'est pas en capacité de s'inscrire sur toutes les actions ou de participer activement à toutes les actions, il n'y a pas de souci, c'est très compréhensible pour nous et c'est finalement le cœur de notre fonctionnement. Deuxième point important, c'est mes missions à moi en tant qu'animatrice. Donc, planifier les réunions, rédiger les comptes rendus, tout ce qui est de l'ordre organisationnel, s'assurer que tout le monde soit dans la boucle, soit prévenu, aller aussi tout le temps essayer de ramener de nouveaux membres, de nouvelles structures au sein du collectif. J'essaie d'en parler autour de moi dans le cadre de mes missions du CLS, dans d'autres réunions. À chaque fois que je vois qu'il peut y avoir un attrait pour la santé publique chez certaines personnes, pour la santé mentale, excusez-moi, chez certaines personnes ou certaines structures, j'essaye de faire la promotion des Sismes. Et finalement, je reviens sur un point aussi important pour moi, c'était la question charte, convention, comment est-ce qu'on s'organise. Alors, pour le moment, ça fait 3 ans qu'on s'inscrit sur les semaines d'information sur la santé mentale. Nous n'avons pas de charte, pas de convention. C'était un point important pour moi à communiquer. Pourquoi? Pour que les acteurs ici présents ou qui nous regardent ne puissent pas se dire, voir ça un peu comme un frein. Ah ben non, il faut une convention, il faut une charte. Pas du tout. On peut d'ores et déjà s'inscrire dans les Sismes, organiser des actions, peu importe la grandeur ou la portée de cette action-là, sans charte et sans convention. Après, il y a un point important, c'est j'ai hésité à vous en parler dès le départ pour pas un peu vous perdre, mais Vichy Communauté s'est lancé également sur la construction et la mise en place d'un conseil local de santé mentale, donc d'un CLSM. L'idée de ces CLSM, c'est de venir un peu agrandir le cercle des possibles. Avant, on était sur un CLS qui a quand même 6 axes, dont la santé mentale ne représente qu'un seul axe. Aujourd'hui, on est dans la construction d'un CLSM qui va compter 3 commissions, donc communication, accès aux droits et gestion des cas complexes. Et dans l'idée, c'est la commission communication qui pourra justement reprendre l'activité par rapport au Sisme et pouvoir par ce biais-là continuer les actions. Et à ce moment-là, on pourra avoir accès justement à quelque chose d'écrit, une charte ou une convention qui va venir mettre sur le papier ce qu'on fait finalement déjà entre nous.
Donc voilà, pour moi, c'était les points les plus importants à avoir en tête et de se dire que finalement, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement abouti ou d'extrêmement écrit pour pouvoir se lancer dans l'organisation d'Action 6. Merci Widad, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mélissa. Merci. Alors de mon côté, dans l'un, pour parler des partenariats et des rôles de chacun, je vais peut-être parler en deux temps, parce qu'on va avoir donc tout ce qui concerne la coordination des SISM, qui est assurée par moi-même à l'heure actuelle, soutenue par les autres membres de mon service, et puis on a les membres du collectif également. Donc en ce qui concerne tout ce qui est en lien avec la coordinatrice des SISM, ça va être des rôles relativement similaires à WIDAD, puisque ça passe par tout ce qui est animation de réunions de préparation, sachant que l'objectif final quand même de toute cette préparation, c'est d'aboutir à un programme cohérent et départemental. Voilà. Et comme le précisait Alice au tout début, une personne qui n'assiste pas à des réunions de préparation, ne fait pas spécialement partie du collectif, peut quand même proposer des événements dans le cadre des SISM et apparaître dans le programme départemental qu'on édite si elle respecte la thématique et l'éthique des SISM. Voilà. Donc, tout ce qui est en lien avec la coordination, les réunions, donc ça va des réunions jusqu'à s'assurer que les programmes imprimés papier ont été distribués. Ça va donc jusqu'à aussi en passant par toute l'édition du programme, les vérifications, etc. Il y a également tout ce qui est en lien avec la communication, et j'en parlerai un peu plus dans les méthodes d'animation, parce qu'en fait, il y a vraiment, dans la préparation, il y a tout un processus de progression par rapport à ça, et il y a également la participation de la coordination à travers l'ouverture et la fermeture des SISM. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va ouvrir les SISM et il y a un événement qui va le clôturer. Et donc, souvent, on s'appuie sur un événement qui est organisé par un partenaire et la coordination va venir le soutenir et proposer tout ce qui est collation et aussi appuyer une présence politique. Et donc, la clôture, c'est la même chose. On vient soutenir un événement existant prévu vers la date de la fermeture nationale et on apporte tout ce qui est collation, soutien organisationnel, et puis on soutient le fait de faire intervenir quelqu'un de politique. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de la coordination, et puis il y a le rôle des membres du collectif. Alors, comme je le disais avant, les membres du collectif, on peut considérer que c'est ceux qui ont participé une ou deux fois à la préparation, sachant que c'est vraiment quelque chose de, comment dire, les personnes viennent si elles le souhaitent. Voilà, il n'y a pas de récurrence. Une personne peut venir à la 3e réunion, mais pas à celle d'avant, à la 2e, à la 1re, mais pas à celle d'après. Voilà, c'est assez ouvert. Et on peut aussi distinguer dans le programme, il y a les organisateurs et les partenaires. Les organisateurs, on peut considérer que c'est ceux qui vont prendre le lead sur l'événement, c'est ceux qui ont vraiment la charge et qui sont nommés souvent en contact si les personnes veulent plus d'infos ou s'inscrire. Et les partenaires viennent souvent plus soutenir en termes de moyens. Et ça me fait le lien avec plus ou moins le rôle et les missions de chacun. En fait, à la réunion numéro 2, on a l'objectif qui est de valoriser la mutualisation de moyens. Donc, encourager les personnes qui veulent s'inscrire dans les SISM à mettre en commun des choses, que ce soit humain, matériel, financier. Et donc, il y a cette réunion où les personnes viennent et vont se positionner sur qu'est-ce que je recherche en venant à cette réunion et dans le cadre des SISM. Est-ce que je recherche un intervenant, un expert, un témoignage sur une thématique, etc. Et de l'autre côté, c'est qu'est-ce que moi je peux proposer également. Je propose, nous on a beaucoup de salles, on a des bénévoles qui sont intéressés pour participer à quelque chose. Donc voilà. Et donc c'est à ce moment-là que les rôles finalement de chacun vont se dessiner, puisque c'est à ce moment-là où les personnes vont plus facilement aussi se mettre en contact, puisque il me fallait une salle, je propose une salle, hop. Et c'est comme ça que, par exemple, l'année dernière, il y a eu un ciné-débat dans une université, puisque l'université était là et elle a dit, nous, on a des salles, ce serait super de pouvoir accueillir quelque chose. Et puis, en face,
justement l'association qui cherchait un endroit. Donc, voilà. Donc ça s'est fait comme ça aussi, et c'est super de voir qu'après il y a des beaux partenariats qui peuvent émerger comme ça. Voilà pour moi. Merci Mélissa, merci beaucoup. Je vais laisser la parole au collectif ESAO, à Karine pour nous parler de son rapport au partenariat et au rôle au sein du collectif. Alors c'est vrai que nous, du coup, ça va être un petit peu différent des deux présentations que vous venez d'avoir, puisque du coup, le fait qu'on soit un collectif qui œuvrons ensemble à peu près sur toutes les dimensions du fonctionnement, donc c'est vrai que ça va être une présentation voilà, différente. Donc du coup, comme il a été précisé précédemment par Jocelyn, c'est vrai que le collectif ESAO donc, est composé d'une diversité d'acteurs. Et donc, cette diversité d'acteurs est vraiment inscrite dans notre charte et a vraiment son importance, donc avec la représentation des structures hospitalières, mais aussi les associations d'usagers, et puis donc des structures médico-sociales, et puis d'autres comme des structures autour de la culture et bien d'autres. Le collectif donc, tient vraiment à cette diversité pour pouvoir assurer vraiment une meilleure représentativité des différents acteurs qui œuvrent du coup dans la mise en place des SISM sur notre territoire. Comme on a pu le voir aussi précédemment, pour faciliter en fait ce fonctionnement de ce collectif sur l'ensemble de l'année pour son organisation, avait été donc mis en place 2 sous-groupes, à la fois donc le sous-groupe coordination qui est plutôt porté par les structures hospitalières et puis donc un sous-groupe communication où on va retrouver à la fois des associations d'usagers dont le GEM fait partie par exemple et puis les structures hospitalières à nouveau. Alors, une des forces pour nous du collectif est donc de réussir en fait à continuer à cultiver cette horizontalité au niveau des liens entre les différents partenaires sur le long terme. Même si on a donc ces 2 groupes, ces 2 sous-groupes, pour faciliter le fonctionnement, on essaie de faire en sorte que chacun conserve la même valeur d'expression au cours de nos différentes rencontres et de nos différents échanges. Alors, ce qui fait qu'au niveau du fonctionnement, on va retrouver par exemple dans le sous-groupe communication, donc le GEM qui lui va être en charge d'administrer la page Facebook et la page du site internet. Donc là, ça va être porté par du coup les adhérents du GEM. Au niveau de la communication, on va plutôt retrouver, on va dire pour le programme papier qui va être diffusé, la construction de ce programme, alors elle est faite par l'ensemble du collectif, mais après elle est réalisée par les services de communication des structures hospitalières. Et donc voilà, chacun en fait dans le collectif va pouvoir prendre part à l'ensemble de la construction et de la vie de ce collectif. Autre point facilitateur pour nous, c'est vraiment notre interconnaissance. C'est ce qui fait aussi vraiment la force de notre collectif. C'est vrai que ça a été aussi dit précédemment. Mais c'est vraiment cette interconnaissance, elle se situe à 2 niveaux. D'abord, bien avant le collectif, bien avant la constitution des AO, certains d'entre nous étaient déjà en lien à travers d'autres projets. Par exemple, si je reprends l'expérience du GEM, on était déjà en lien avec Epsilon, puisqu'Epsilon a porté le projet d'émergence d'un GEM sur le territoire de Savenay. Donc, il y avait déjà cette interconnaissance qui a, par exemple, facilité l'arrivée du GEM sur le collectif ESAO. Et puis, ainsi de suite, entre Blain et puis Saint-Nazaire. Donc, il y avait déjà des temps de rencontre, de connaissances comme ça, qui a donc fait émerger après un collectif pour pouvoir organiser les SISM. Donc, cette interconnaissance, elle est vraiment à privilégier. Et elle se cultive aussi dans le temps puisqu'on se retrouve aussi en dehors du collectif sur d'autres projets. Donc, cette interconnaissance, on va pouvoir la développer quand on se retrouve à travailler autour d'un autre projet. Par exemple, ça peut être la maison des usagers dans une structure hospitalière. Donc là, on va retrouver aussi d'autres associations avec lesquelles on peut travailler au sein du collectif, des structures hospitalières et ainsi de suite. Donc, on cultive vraiment ce lien-là à plein de niveaux et pas uniquement dans le cadre du collectif ESAO. Le fait d'interagir ensemble, donc du coup, dans ces différents espaces, donc, permet de mieux nous connaître et donc de faciliter notre fonctionnement. Et du coup, il nous est plus aisé en fait de pouvoir s'entraider pour pouvoir développer ensuite des actions communes dans le cadre des SISM. Donc, on va pouvoir se regrouper à 2 ou 3 partenaires, voire des fois, ça va être un partage d'expériences
Certains aura développé une action et puis une année, et puis l'autre va vouloir la développer l'année suivante et va pouvoir s'appuyer du coup sur cette connaissance. On va aussi pouvoir partager nos réalités de terrain, ce qui fait que ça va pouvoir aussi être soutenant dans nos différentes actions qu'on va porter ensuite. Et puis surtout, on cultive vraiment le plaisir de se retrouver. Et ce qui fait que on se retrouve, certes peut-être pour travailler et construire ce programme commun, mais on se retrouve vraiment dans la convivialité et avec plaisir. Enfin, comme pour d'autres collectifs, idem, Ezao vraiment favorise la souplesse de pouvoir y participer selon ses possibilités du moment, ses capacités du moment, son actualité du moment. Et donc, du coup, une année, on peut être présente, l'année suivante, un peu moins, voire pas du tout, et revenir dans le collectif. Ça, il n'y a pas de souci, ça se fait vraiment très, très facilement. Un point que nous, on a pu mettre en avant, c'est que là, il nous reste quand même au niveau du partenariat à travailler le lien avec les élus. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas encore trop développé et que ça fait partie un petit peu des objectifs pour l'avenir. Voilà pour ce que je pouvais dire par rapport au partenariat pour le collectif Ezao. Merci Karine. Oui, alors sur la présence des élus, ça me fait penser aux sismes qui ont lieu à Roanne, où pour le webinaire qu'on avait fait en février, on avait la coordinatrice du CLSM de Roanne qui était présente avec son élu santé, et effectivement, elle a expliqué que c'était une présence politique assez importante, et je pense que c'est ce que tu disais aussi, Mélissa, quand tu parlais d'avoir une présence politique sur les événements pour permettre aussi de créer peut-être plus d'importance, et ça donne plus de poids à un collectif et à une organisation sisme locale. Et ça peut donner aussi envie à d'autres membres de s'investir dans le collectif qui est déjà présent sur un territoire. Oui, bien sûr. Ça montre que la santé mentale, c'est un sujet dont la commune se préoccupe. Oui. C'est important aussi de le montrer aux acteurs du territoire que ce qu'ils font aussi n'est pas vain, que c'est valorisé. Oui, je voulais peut-être rajouter par rapport à tout ce qui a été dit un exemple d'outil qui peut permettre de grossir un collectif si vous êtes au début de votre collectif ou si vous avez envie de l'étoffer. Vous pouvez passer par ce qu'on appelle un appel à participation. Donc c'est un document assez court qui fait 3-4 pages généralement, où en fait dessus vous écrivez, vous précisez ce que sont les sismes, vous précisez ce que sont les sismes sur votre territoire et quelle est la composition de votre collectif. Et puis, vous faites tout un texte expliquant quelle est la thématique à venir. Et puis, vous invitez en fait les personnes qui auront connaissance de ce document à contacter la coordinatrice du collectif pour se mettre en lien. Et l'idée, c'est de diffuser ce document plutôt en décembre ou en janvier, enfin au moment où vous commencez à travailler sur l'édition à venir. Et si vous voulez des exemples, vous pouvez chercher sur un moteur de recherche appel à participation, Tours ou appel à participation Roanne, parce que les villes de Tours et Roanne passent par ce type de document et je sais qu'on peut les retrouver facilement en cherchant ces mots-clés dans un moteur de recherche. Alors, il est 15h05. Est-ce qu'on a une question qu'on peut prendre du chat ou pas forcément? On a une question pour le collectif Ezao. Sur le programme commun de manifestation est mis en place de quelle manière sur le territoire? Est-ce qu'une même action est présente sur plusieurs endroits en même temps ou une seule action pour un même territoire? Exemple, si un ciné-débat est organisé sur une commune, est-ce que l'on peut le retrouver dans une autre commune se situant à 50 km ou il est organisé sur une commune et les habitants doivent se déplacer sur cette commune? Donc vraiment sur une question logistique d'organisation et d'emplacement d'événements. Alors, je vais répondre. Alors, l'exemple qui est nommé n'est pas un bon exemple parce que ma réponse va être à l'inverse de l'exemple. Non, dans le programme, donc, nous, on a le soutien des services communication, donc d'Epsilon et du CH de Saint-Nazaire qui formatent en fait le programme. Et puis, chaque manifestation est sur un lieu et elle n'a pas, en principe, l'idée de se reproduire ailleurs. Mauvais exemple l'année dernière, puisque nous avions un ciné-débat avec le même film sur l'Adamant, pour citer excellent film retraçant la vie d'un hôpital de jour sur Paris, qui a été proposé 2 fois dans notre programmation,
une fois sur Savenay et une fois sur Nozay, deux communes distantes de 35 km peut-être. Donc voilà. En principe, non, mais si on regarde l'exemple, bah oui, pour cet exemple-là, l'année dernière, c'est arrivé. Mais en principe, non. Une manifestation égale une action qui n'a pas objectif à être renouvelée dans une ville voisine. Ok, merci pour ces précisions. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, peut-être qu'on peut aller sur le sujet suivant, excusez-moi. Donc, on va aller sur celui des méthodes d'animation d'un collectif sisme local. Et pour aborder cette thématique-là, je vais à nouveau partager mon écran, puisqu'on a des captures d'écran d'outils justement d'animation de collectif à vous montrer. Alors oui, effectivement, donc sur la question de l'animation on a un petit peu parlé en filigrane finalement dans tout ce début de webinaire, mais là on va se concentrer vraiment sur les méthodes d'animation. Qu'est-ce qui existe pour faciliter la mise en lien? Qu'est-ce qui existe pour faciliter l'engagement pérenne des membres d'un collectif sisme local? Et donc pour ça, on va pouvoir présenter certaines petites choses, certaines petites aides qui facilitent le travail en commun et l'adhésion. Et on va commencer par Mélissa, sachant que dans le chat, on avait une question pour savoir si le questionnaire dont tu parlais pour évaluer l'adhésion du collectif, s'il était disponible, ou en tout cas, est-ce que peut-être tu pourras aller un petit peu plus dans le détail, ou si tu as des exemples de questions pour évaluer l'adhésion, notamment des collectifs, si tu pouvais revenir un peu dessus pendant ta présentation, ce serait super. Oui, avec plaisir. Alors pour le coup, j'ai pas fait très original par rapport au questionnaire puisque je me suis appuyée avant tout sur le questionnaire d'évaluation qui est transmis par les sismes nationales. Donc en fait, je me suis basée dessus et j'ai extrait des choses qui m'intéressaient et je l'ai étoffé sur certaines autres choses qui m'intéressaient. Et pour appuyer aussi toute cette démarche évaluative, c'était donc en 2023, on a bénéficié dans l'Ain d'un suivi dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Émergence, il me semble. Donc en fait, on a été suivi en termes d'évaluation pour les sismes avec l'IREPS Promotion Santé. Et donc, ça a permis vraiment de reposer le cadre logique et donc les questions d'évaluation qui nous intéressaient réellement. Et en effet, il y avait cette question de sentiment d'appartenance qui revenait. Et après, on évaluait aussi le degré de satisfaction concernant l'organisation des réunions. Et du coup, ça va me faire le lien avec la slide qui est juste ici. Alors, pareil, je vous ai fait une frise, mais en soi, on pourrait aller jusqu'à septembre-octobre. Mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel, même s'il se passe plein de choses. Mais voilà, en janvier, en général, on communique la thématique. Maintenant, on a la chance d'avoir la thématique de l'année suivante bien plus tôt, parce qu'avant, ça sortait en général au mois de janvier. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà annoncé la thématique de 2025. Comme ça permet déjà de distiller potentiellement des futures idées pour l'année suivante. Mais souvent, en fait, on diffuse la thématique au mois de janvier et puis on fait une sorte, en effet, d'appel à participation. Donc, on cible des gens, on prend un annuaire qu'on a qui est déjà assez conséquent et puis on diffuse pour la réunion de lancement. La réunion de lancement, elle répond à un objectif qu'on s'est fixé, qui est le premier, c'est informer sur la thématique annuelle pour qu'on parle tous de la même chose. Voilà, parce que par exemple, en mouvement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'activité physique? Qu'est-ce que l'activité sportive? Quels sont les bienfaits sur la santé mentale? Que ce soit voilà, explicite pour tout le monde. Et cette réunion de lancement, elle a un deuxième objectif qui n'est pas des moindres, qui est, et puis on en a parlé en filigrane aussi, favoriser l'interconnaissance des participants. Voilà, le but, c'est que les personnes qui viennent à la réunion repartent avec une idée de qui était assis à côté d'eux. Voilà. Et il y a également 2 autres réunions qu'on organise qui ont une échelle départementale, je précise, qui est d'encourager la mutualisation. Je ne reviendrai pas dessus parce que je l'ai énoncé juste avant. Et le troisième, travailler la communication. Alors en 2023, il y avait eu un sous-groupe spécifique sur la communication qu'il n'y a pas eu cette année puisque le besoin n'est pas ressorti. Mais voilà, le but c'était de construire avec eux le programme. Et en fait de transmettre aussi les infos au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui le construit. Et par exemple, on a pris la méthode d'animation qui s'appelle les 3C. C'est
conserver, cesser et créer. Et donc, en fait, j'ai présenté les programmes et les affiches aux participants de la réunion qui sont des futurs organisateurs partenaires des sismes. Et je leur ai dit, selon vous, sur le programme, qu'est-ce qu'il y a à conserver, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas reproduire et qu'est-ce qu'on pourrait créer en plus. Voilà. Et donc, c'est l'animation où après, chacun vient écrire sur un post-it et puis pose qu'est-ce qu'on conserve. Donc là, par exemple, l'ordre chronologique a été conservé. Et ce qui a été proposé de créer, c'était sur le programme une petite carte du département de l'Ain avec des points pour montrer en fait visuellement où sont les événements. Voilà, ça c'est une animation qu'on a utilisée. Et puis après, j'aimerais faire un focus sur les réunions de lancement, parce que ce sont c'est ma partie préférée, les réunions de lancement avec tout ce qui est méthode d'animation, qui est la slide juste après. Et donc, comme je vous ai dit, le but, on informe sur la thématique, on fait un récap, un rapide récap sur l'année 2023. On propose à un organisateur de l'année précédente de venir s'exprimer sur qu'est-ce qu'il avait créé comme événement et comment ça s'est passé, etc. Et après, on enchaîne sur, on apprend à se connaître. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a quand même un cœur où ce sont des structures, associations qui reviennent souvent. On a cité par exemple l'UNAFAM, des GEM, etc. Et ensuite, parfois, on a, en fonction de la thématique de l'année, des gens qui gravitent finalement parfois autour. Et donc là, le but, c'était de les inviter à rencontrer parfois des personnes qui ne sont pas de la santé mentale directement. On parlait des missions locales, par exemple, les inviter à venir rencontrer des personnes qui sont plus dans l'accompagnement et qui connaissent bien les troubles psychiques. Donc, en fait, on provoque la rencontre et ce qui a été utilisé, c'était un speed meeting en mars 2023. Donc, concrètement, alors je suis contente parce que je ne fais pas tout le temps de photos des animations, donc j'étais ravie d'en retrouver une. Et en fait, donc, on crée, il y a 2 cercles qui sont créés. Un interne et un autre extérieur. Et en fait, on met 2 chaises face à face et le cercle interne tourne toutes les 4 minutes. Voilà. Et donc, la consigne, c'était quand on est face à une personne, son interlocuteur, on se présente et puis on dit pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on s'imagine éventuellement, quel rôle on pourrait avoir dans les sismes cette année, est-ce qu'on a déjà des idées, sachant que là, on fait un brainstorming au tout début, mais on n'est pas là dans tout de suite créer. On est juste là, on se donne des idées, on se donne envie en fait de faire quelque chose ensemble. Et toutes les 4 minutes, les personnes tournaient. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de se parler en face à face. C'est-à-dire que quand on vient dans une réunion, on connaît telle structure, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de lui parler en direct, en face à face sur la salle. Oui. Je suis désolée, je vais être obligée de vous couper. Okay. Parce que je suis un peu le maître du temps et on va avoir pas le temps de finir. Mais je vous laisse conclure sur ce point-là. Et ensuite, pour toutes les questions, s'il y en a, on prendra le soin d'y répondre dans la synthèse. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Mélissa, écoute, je pense qu'on a bien compris ta méthode du speed meeting qui est, je trouve, hyper originale et innovante. Et tu avais aussi une slide sur cette deuxième méthode où vous aviez fait une réunion de lancement dans un parc avec les membres du collectif pour aussi illustrer la thématique de l'année en mouvement pour notre santé mentale, que je résume très brièvement, mais voilà, effectivement, on doit avancer. Mais merci beaucoup pour ta présentation qui est vraiment, je trouve que tes méthodes sont très originales et il y a beaucoup de choses à piocher dans ce que tu as présenté. Merci. Alors, on va continuer avec la présentation du collectif ESAO avec Thomasine qui va nous parler de leur méthode d'animation de leur collectif. Oui, merci Alice. Donc, en effet, nous, pour l'animation du collectif ESAO, on est sur 5 réunions plénières. Et vraiment, ce qui facilite la rencontre et les échanges, et ce à quoi on tient, c'est le présentiel pour favoriser vraiment tout ce qui nous paraît important dans l'engagement et susciter en effet que les gens reviennent pour garder le lien, même si notre territoire est un petit peu élargi pour tout ce qui est chaleur de l'accueil rituel, lieu convivial et rencontres en fait. Donc le présentiel pour nous c'est quand même des choses importantes. Alors on n'a pas toutes ces méthodes d'animation,
Par contre, on s'accorde sur certains temps qui nous paraissent importants, le temps d'accueil de café. Et puis après, nos réunions, ça va être autour d'un tour de table pour vraiment bien se connaître, que tout le monde puisse avoir la parole et la libre expression de chacun. Après, nos réunions, ça va être d'abord une information un peu globale sur les sismes, sur le collectif. Et puis après, en effet, en fonction, on a le rétro-planning, mais on va avoir 5 temps dans l'année où on va, au début, en effet, comme vous, faire le lancement un peu des sismes avec la méthodologie, donc notamment avec les documents du collectif national, l'argumentaire et le guide méthodo qu'on fournit aux partenaires pour qu'on s'accorde sur le thème. Et puis après, une fois que ça c'est lancé, on va pouvoir sur les autres animations, sur les autres réunions, pardon, parler un peu aussi des manifestations, de qu'est-ce que chacun peut proposer. Et en effet, comme ça a déjà été dit, en fait, on s'enrichit mutuellement. Qu'est-ce qui, cette année, on voudrait proposer une randonnée. Nous, on l'a déjà fait l'année dernière. On sait un petit peu les démarches qu'il y a à faire. Et puis, dans ce cas-là, on se rencontre et puis on met en commun. Donc, on favorise vraiment le soutien entre pairs organisateurs. Donc le partage d'expériences et puis en effet la création de partenariats, ça sert aussi à ça, les réunions plénières, que de se dire moi j'aimerais bien faire ce type d'action et puis nous on va venir vous soutenir ou on aimerait bien participer et puis en fait ça fait des belles rencontres. Donc là, par exemple, cette année, il va y avoir en effet des équipes du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui vont travailler aussi avec Epsilon et les appartements, l'accueil familial thérapeutique sur une marge d'orientation. Voilà. Donc, sur ces réunions plénières, on a 5 réunions plénières dans l'année avec différents temps. Donc, le temps de lancement, après 3 réunions où on s'accorde sur les manifestations, sur le besoin de soutien. Et puis après, le temps collectif dont tu as parlé, Jocelyn, qui est important aussi pour nous. Alors, on le fait en juin maintenant. Où on va ces temps-là, c'est sur la journée. Sinon, nos réunions, c'est 2 heures. C'est des réunions de 2 heures en présentiel, soit sur Blain, soit sur Saint-Nazaire. Et par contre, ce temps festif, c'est en effet chez les partenaires pour aller rencontrer et aller un petit peu sur tout le territoire. Et en septembre, on a la réunion où on distribue les flyers et le programme commun. Avec justement tout le programme et puis les affiches et les flyers communs à ESAO. Après, ça n'empêche pas les organisateurs des manifestations de faire leur communication de leur propre côté, mais en tout cas, on a aussi ce soutien-là au niveau de la communication parce qu'on se rendait compte que c'était aussi un des besoins d'avoir une visibilité un peu plus grande sur des actions des sismes. Donc, on a ce programme commun-là avec le QR code et puis, comme parlait la carte du département avec les différentes actions. Et puis, en effet, ça s'est co-animé. Au niveau logistique, voilà, le café est porté par le lieu d'accueil et puis c'est co-animé. Donc, le compte-rendu de réunion est fait par les coordinateurs ESAO. En tout cas, on essaye de faciliter, nous, en tant que coordinateur ESAO, la logistique. Et puis voilà, donc on a noté j'ai mis en slide quelques outils. Donc on a le rétro-planning en effet qu'on utilise. Après une fiche de manifestation où les gens viennent un peu noter les pilotes des actions et des manifestations, un petit visuel et quelques mots sur si c'est gratuit, à qui ça s'adresse et en quelques mots qu'est-ce qu'il va y avoir pour en fait pouvoir faire la maquette. Et après, vraiment dans cette logique aussi d'horizontalité, par exemple, nous, notre visuel pour ESAO de cette année, il a été fait par le CATTP, par un CATTP, c'est une œuvre collective. Donc, en fait, on essaye à chaque fois d'utiliser les compétences de chacun pour les différents niveaux. Voilà. Et puis, le sous-groupe communication, je pense qu'on en a déjà parlé.
Je voulais juste, non, rien rajouter en effet. Et puis pour terminer, il y a en effet aussi les 2 semaines de mobilisation où on va essayer d'aller chacun sur les manifestations de l'autre. C'est aussi ça, le collectif, c'est d'aller sur les manifestations et de féliciter et de valoriser les actions de chacun. Et juste pour l'item de susciter l'engagement, on est vraiment dans la participation ou non, comme vous l'étiez. Voilà, on est dans une ouverture, on s'adapte au contexte de chaque partenaire. Pas de jugement et pas de participation obligatoire. Chacun fait ce qu'il peut quand il peut. Et puis voilà, d'essayer de faciliter et d'ouvrir les possibles aussi aux différents organisateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci, on va enchaîner avec Widad. On a un timing un peu serré, mais on va enchaîner avec Widad pour qu'elle nous parle de ses méthodes d'animation au sein de son collectif. Merci Alice. Alors nous, à Vichy Communauté, personnellement, j'essaye de faciliter la tâche aux membres du collectif au plus possible pour que finalement participer au sisme ne devienne pas une corvée de plus ou alors une tâche de plus en plus de ces missions dans leur structure, que les acteurs se disent on a quand même des choses à faire. Donc l'idée pour moi, c'est que je fais le lien avec le service communication de Vichy Communauté. De toute façon, c'est dans ma structure. Donc, tout ce qui est production de flyers, d'affiches, communiqués de presse, tout ça, on s'en occupe en interne. Je fais bien valider, par contre, au collectif toutes les propositions qui me sont faites par le service communication. Mais tout ça, c'est, entre guillemets, un point en moins pour les acteurs. Je sais aussi que c'est important de dire que il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en charge financièrement par Vichy Communauté, l'impression des flyers, tout ce qui rentre entre guillemets dans le cadre de la convivialité. Par exemple, si on va proposer sur une action un petit accueil café ou quelque chose comme ça va être pris en compte. Sur tout ce qui est aussi programmation des réunions, toujours dans l'idée de faire au plus simple. Moi, j'utilise personnellement l'outil Doodle. Alors, on a beaucoup des outils comme ça, mais c'est tout simplement un outil participatif qui va permettre de planifier les réunions. Donc, c'est tout simple. Vous avez la capture à gauche. Donc, l'idée, c'est d'envoyer ce lien-là par mail à tous les participants et ils viennent cocher tout simplement les dates qui leur conviennent le plus ou les dates où vraiment ils ne peuvent pas se libérer. Et puis, en fonction de ce doodle-là, on va fixer la date de la réunion. Alors, ça permet que l'avis de tout le monde soit pris en compte et puis qu'on fasse des réunions à des créneaux qui conviennent à tout le monde. Il y a aussi cette question de lieu. Sur nos réunions, on essaye au maximum de changer de lieu à chaque fois. Quoi qu'on ait tout le temps des salles disponibles à l'hôtel d'agglomération, on essaie quand même de se déplacer chez les acteurs qui sont volontaires dans leur propre structure. Ça permet en amont de la réunion, de peut-être faire une petite visite, de peut-être voir les lieux. Et grâce à ce fonctionnement-là, finalement, le collectif se connaît mieux parce qu'on connaît les lieux où chacun travaille, on y a déjà été. Donc, finalement, quand on essaie de planifier une action dans ces lieux-là, c'est des lieux qu'on a déjà visités. J'aimerais aussi revenir sur un outil qui est très important et très intéressant qu'on a mis en place il y a un petit moment. C'est un Padlet. C'est l'image que vous voyez à droite. Tout simplement, ça nous est venu de l'idée qu'à chaque début de réunion, finalement, on se rendait compte que des fois, il fallait refaire des tours de table parce qu'une personne ou un acteur n'avait pas les coordonnées des autres ou que finalement, je les voyais à la fin de la réunion s'écrire, s'échanger des cartes visites ou sur un bout de papier. On s'est dit, pourquoi pas créer un outil qui pourra recenser
tous les acteurs du collectif et puis par thématique. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu l'idée du Padlet ou pas, mais au fait, c'est un mur virtuel où on peut venir poster des informations. Donc là, par exemple, on a, je donne un exemple, soutien aux personnes. On va avoir toutes les structures, que ce soit associations, que ce soit dispositifs qui vont faire du soutien à la personne. Les CCAS, c'est pareil. La thématique du logement, etc. Et puis pour les acteurs, on a un petit QR code qu'ils ont sur un petit flyer. Donc, il suffit de scanner le QR code et hop, si j'ai besoin d'avoir les coordonnées d'un tel collègue sur une telle thématique, je sais que j'ai accès très facilement. Donc, ces deux outils-là, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Après, il y a tout ce qui est aussi fiche action. Ça, c'est plus de l'ordre organisationnel, savoir ce qui manque ou pas sur une action et pouvoir avoir une vision globale de chaque projet. Merci beaucoup. Oui, merci Widad. Je vais quitter la présentation. Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc on peut voir qu'il y a quand même différentes petites choses qui font qu'un collectif va avoir un sentiment d'identité propre. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le fait d'avoir, par exemple, des collations pendant les réunions. Enfin, rien que ça, en fait, ça peut permettre de créer de la convivialité. Et ça paraît pas grand-chose, mais symboliquement, c'est quand même assez important. Ça montre qu'on veut prendre soin aussi des membres du collectif. Après, il y a des outils pour faciliter le travail, comme tu le disais, Widad, et puis ne serait-ce aussi que passer par un Drive, en fait, un Google Drive, ça peut aussi être intéressant pour pouvoir référencer les fiches actions, mettre différents documents de partage. Ça peut faciliter le travail en commun. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. On ne va pas forcément pouvoir prendre une question, comme tu me le disais, Léa. Juste quand même, j'ai pu voir un petit commentaire sur les chartes des collectifs sismes. Si vous voulez un exemple d'une charte, vous pouvez peut-être aller télécharger la charte du collectif national des sismes qui est sur le site internet des sismes. Alors, elle est assez dense parce qu'elle réunit 25 membres et qu'il y a des engagements. Il y a quand même plusieurs niveaux d'engagement, mais ça peut vous donner déjà une première idée de à quoi peut ressembler une charte d'un collectif. Pour finir, on va vraiment aller très rapidement sur les conseils et recommandations. On peut peut-être se dire que chaque intervenant donne un grand conseil, comme ça vraiment on clôture le webinaire dans les temps. On va commencer par le collectif ESAO. Si vous avez un conseil à donner pour finir, qu'est-ce que ce serait ? Un conseil, c'est trop frustrant. Alice, je vais dire quelques mots. Horizontalité, convivialité, partage d'expérience, interconnaissance, outils favorisant et aidant à l'organisation et un minimum de contraintes, voilà, pour que tout le monde se sente bien. Super, merci. Widad, quelques mots? Moi, je donnerais plutôt des conseils et des recommandations aux personnes qui seraient animatrices ou coordinatrices d'un collectif sisme. Je dirais posture bienveillante, je dirais annuler les rapports de force. C'est pas parce que c'est un élu que forcément sa parole doit passer avant celle de quelqu'un d'autre. On est vraiment tous là pour coopérer ensemble. Et je dirais toujours rappeler les enjeux, toujours rappeler pourquoi on est là finalement, ne pas oublier d'y prendre du plaisir finalement, parce que ces actions, c'est aussi un moment où on fait des soirées, on fait des ciné-débats, ne pas oublier qu'il faut y prendre quand même plaisir. Oui, tout à fait, c'est juste. Mélissa, allez-y. Oui, et donc pour compléter, moi je dirais pour animer un collectif, oser être créatif. Très bien, oui c'est vrai, la créativité ça vous définit bien. Super, et bah, écoutez, je vous remercie pour vos présences aujourd'hui. Léa a mis dans le chat un petit lien vers un questionnaire d'évaluation qui va nous permettre de savoir s'il y a des choses à ajuster pour ces webinaires et puis de voir un peu quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans les webinaires. Et puis, pour ma part, bah, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à remercier à nouveau quand même tous les intervenants, et puis à vous souhaiter un beau travail de préparation aussi pour les sismes de 2024 qui vont arriver, dont la thématique est en mouvement pour notre santé mentale. Passez une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.